La psychologue se souvenait avec une parfaite netteté de cet après-midi où il était entré dans son cabinet. C'était un jour ordinaire, le genre de journée où le tic-tac de l'horloge semblait rythmer le déroulement des séances, toujours entre la raison et la confidence, entre le silence et le courage de parler. Mais lorsqu'il avait franchi la porte, quelque chose en elle avait perçu que cet entretien ne serait pas comme les autres. Il avait le regard fatigué de celui qui a déjà trop vécu, et qui portait en lui un poids impossible à mesurer. Aucune arrogance, aucun désespoir, seulement une étrange sérénité qui dissimulait quelque chose de bien plus lourd. Parfois, les gens ne crient pas lorsqu'ils sont sur le point de s'effondrer, songe à TL, ils murmurent. Et c'est exactement ce qu'il fit en s'asseyant, ajustant ses mains agitées sur ses genoux, en avouant qu'il ne savait pas par où commencer. Elle l'observa quelques secondes, conservant le ton calme et professionnel qu'elle employait toujours, mais quelque chose en elle se tendit. Il ne semblait pas dangereux, mais il y avait dans sa respiration, dans sa façon de fixer le sol et de tarder à répondre, quelque chose qui éveillait cet instinct que tout thérapeute expérimenté apprend à respecter. Il dit son nom, bien que la psychologue, par éthique, ne le répéta jamais à voix haute en repensant à son cas. Il expliqua aussi qu'il venait parce que, depuis quelques semaines, il ne parvenait pas à dormir. Cauchemar, trou de mémoire, voix qui semblait l'appeler lorsqu'il était seul. Au début, cela ressemblait à un simple cas d'anxiété sévère, un trauma mal résolu, peut-être. Mais la façon dont il racontait chaque détail paraissait si réelle, si vécue, qu'elle commença à percevoir qu'elle se trouvait face à quelque chose de différent. Il parlait calmement, mais il y avait trop de douleur dans les silences entre ses mots. La psychologue, habituée aux récits lourds, tentait de ne pas se laisser submerger par l'émotion. Mais avec lui, c'était différent. Chaque phrase était comme une blessure ouverte. Et tandis qu'il parlait, elle pensa, combien de personnes marchent dans la rue, portant en leur esprit quelque chose que personne d'autre ne pourrait comprendre? Il raconta qu'il était électricien indépendant et que sa vie était ordinaire, jusqu'à un certain point. Une petite maison, il vivait seul depuis que son ex-femme l'avait quitté 3 ans plus tôt, et sa routine était prévisible. Travail, maison, solitude. Rien d'anormal. Jusqu'à ce que, selon lui, quelque chose commence à changer. Au début, c'était juste des bruits étranges la nuit, des pas légers dans le couloir, le bruit de portes qu'on ouvrait et fermait alors qu'il savait qu'elles étaient verrouillées. Il avait pensé au vent, ou à la fatigue. Mais les bruits devinrent plus fréquents, puis les voix arrivèrent, elle ne criait pas, ne chuchotait pas, elle l'appelait simplement par son nom, comme si elle connaissait chaque souvenir qu'il tentait d'oublier. La psychologue inspira profondément et le laissa poursuivre. Il était important de ne pas l'interrompre. Il parlait, les yeux fixés sur un point invisible du mur, comme s'il revivait chaque seconde. Il raconta qu'une nuit, il s'était réveillé et avait vu quelqu'un debout près du lit. Une femme. Il n'avait pas distingué son visage, seulement sa silhouette. Elle semblait pleurer, son corps tremblait, ses mains étaient sales de quelque chose de sombre. Il avait voulu crier, mais aucun son n'était sorti. Quand il avait allumé la lumière, il n'y avait personne. Pourtant, l'odeur, une odeur métallique, lourde, comme celle du sang séché, avait persisté pendant de longues minutes. La psychologue l'observait en silence, prenant des notes mentales. Ce qui la troublait le plus n'était pas le contenu de son récit, mais son expression en parlant, calme, presque sereine, comme s'il acceptait cela comme une part naturelle de sa vie. Au fil des minutes, la frontière entre réalité et imagination commença à se brouiller. Il parlait de lieux qui semblaient n'exister que dans son esprit, mais avec une richesse de détails qui les rendait presque plausibles. Il dit que parfois, en partant travailler, il voyait un enfant immobile au milieu de la rue, toujours le même, avec une expression triste. Il ne bougeait pas, ne parlait pas, se contentait de le regarder avec des yeux profonds et sombres. Et lorsqu'il clignait des yeux, l'enfant disparaissait. Il affirma que cela arrivait presque tous les jours. Plus son récit avançait, plus la psychologue sentait une oppression grandir dans sa poitrine, mais elle resta là, ferme, le laissant guider la narration. C'est l'un des principes de la thérapie. Le patient dicte le rythme, le thérapeute éclaire simplement le chemin. Il raconta qu'un jour, il avait décidé de suivre l'enfant. Il l'avait revu, arrêté devant un terrain vague, là où se trouvait une maison abandonnée depuis de nombreuses années, disait-il. Lorsqu'il s'approcha, l'enfant courut à l'intérieur. Il le suivit, malgré sa peur, et ce qu'il vit à l'intérieur le fit douter de sa propre santé mentale. Il dit avoir trouvé une pièce couverte de dessins sur les murs, tous enfantins, mais avec des formes déformées, des corps sans visage, et ce qui ressemblait à une famille observée par des ombres. Il jura avoir reconnu le visage de son ex-femme et le sien, dessiné de manière grossière, mais reconnaissable. La psychologue notait tout, son ton neutre dissimulant le tourbillon intérieur qui l'agitait. Il n'y avait pas encore de raison de s'alarmer, mais il y avait dans son récit comme un souvenir déguisé en délire. Lorsqu'il termina cette partie de son histoire,
Il la regarda et demanda s'il devenait fou. Elle répondit avec délicatesse que ce qu'elle percevait chez lui n'était pas de la folie, mais de la douleur. Une douleur camouflée en souvenir, peut-être fragmentée par un traumatisme. Mais il secoua la tête, niant. Il dit qu'il y avait autre chose, et que ce qu'il s'apprêtait à raconter n'était ni un rêve, ni un produit de son imagination. C'était réel. Il affirma que la femme qui apparaissait chez lui, celle qui pleurait près de son lit, était la même qui avait disparu 3 ans plus tôt, peu après leur séparation. La psychologue sentit un frisson la parcourir. Il disait cela avec une conviction absolue, les yeux humides, la voix ferme. Elle lui demanda ce qui était arrivé à son ex-femme, et il hésita. Il dit qu'elle avait simplement disparu. Personne ne l'avait jamais retrouvée. À l'époque, il avait témoigné, participé aux recherches, mais l'affaire avait été classée. Depuis, il essayait d'oublier. Jusqu'à ce que les voix commencent. Jusqu'à ce que l'odeur revienne. Jusqu'à ce que les nuits deviennent interminables. La psychologue sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond dans cette histoire. Quelque chose qui n'avait pas encore été dit. Il semblait vouloir le dire, mais quelque chose l'en empêchait. Un blocage. De la culpabilité, peut-être. Ou de la peur. La psychologue l'observait avec une attention redoublée, analysant chaque geste, chaque mot. La façon dont il parlait de la disparition n'était pas celle de quelqu'un simplement traumatisé, il y avait du remords, du poids. Elle tenta de conduire la séance avec prudence, lui demandant de décrire ce dont il se souvenait de la dernière fois où il avait vu la femme. Il se tut quelques secondes, inspira profondément, puis dit une chose qui la glaça. Elle était sur le sol de la cuisine. Je me souviens de sang. Mais quand je suis revenu, il n'y avait rien. Ces mots résonnèrent dans la tête de la psychologue comme une alarme. Il était possible qu'il s'agisse d'un délire associé à un épisode dissociatif grave. Mais la façon dont il décrivait la scène, avec une froide naturalité, était différente de tout ce qu'elle avait pu entendre. Elle tenta de garder une posture neutre, mais son instinct professionnel hurlait en elle. Il continua de parler, plus bas maintenant, presque dans un murmure. Il dit que parfois, le sol de la cuisine lui semblait trop froid, même en été. Que parfois, il se réveillait avec les mains sales, sans savoir de quoi. Qu'il trouvait des marques dans le jardin, comme si quelqu'un avait creusé, mais il ne se souvenait pas l'avoir fait. La psychologue savait qu'elle devait garder son focus clinique, mais elle savait aussi qu'il y avait une frontière ténue entre le symbolique et le concret. Elle mit fin à la séance en lui demandant de revenir la semaine suivante. Lorsqu'il fut parti, elle resta seule dans son cabinet, regardant ses notes avec un malaise difficile à expliquer. Il y avait dans cette histoire quelque chose qui ne semblait pas être seulement le produit d'un esprit en souffrance. C'était comme si la réalité s'infiltrait entre les lignes, comme si son inconscient avouait quelque chose que sa conscience refusait encore d'admettre. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Elle relut ses notes à plusieurs reprises, et une question ne la quittait pas. Et s'il disait la vérité? Ou, pire, et s'il y avait quelque chose que la police devrait savoir? Mais il n'y avait encore aucune preuve, seulement des mots, des fragments, des souvenirs déformés. Le lendemain, elle décida de chercher dans les archives les dossiers concernant la disparition de son ex-femme, simplement pour se faire une idée. Et c'est là que quelque chose commença à changer. Son nom figurait bien dans les documents publics. La femme avait bel et bien disparu sans laisser de traces. Aucun corps, aucun indice. Et, selon les informations, le dernier endroit où elle avait été vue était justement la maison qu'il habitait toujours. La psychologue sentit son cœur s'accélérer. Jusqu'à présent, tout semblait n'être qu'une métaphore de la douleur et du remords. Mais maintenant, il y avait trop de coïncidences. Elle savait qu'elle s'apprêtait à entrer sur un terrain dangereux, cet espace où l'esprit humain se mêle à la culpabilité, et où la vérité peut être si terrifiante qu'elle se cache par instinct. Et c'est précisément à ce moment-là, entre les doutes et les notes, qu'elle prit la décision de continuer à l'écouter. Car, d'une certaine manière, elle sentait que cet homme n'était pas venu chercher seulement de l'aide. Il tentait d'avouer quelque chose, même s'il n'en avait pas conscience. Mais elle n'imaginait pas ce qui allait suivre. Et vous, qui suivez cette histoire, peut-être n'avez-vous pas encore saisi le poids de ce qui allait être révélé. Alors, si vous en êtes arrivé là, tenez bon, car dans les parties qui viennent, la frontière entre la mémoire et la vérité va se dissoudre sous vos yeux. Et croyez-moi, vous voudrez entendre la suite. À la séance suivante, il arriva quelques minutes en avance. Il semblait plus calme, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, une sorte de reddition silencieuse, comme s'il avait enfin décidé d'ouvrir les portes d'un passé qu'il avait jusqu'alors tenté de garder verrouillé. La psychologue le perçut immédiatement, ce silence qui précède la vérité. Il s'assit à la même place, s'installa, inspira profondément et dit que, peut-être, pour comprendre ce qui lui arrivait,
elle devait connaître tout ce qui s'était passé avant. Il dit qu'il n'avait jamais raconté cela à personne, de peur qu'on ne le croie pas, et peut-être aussi parce que, au fond, il ne voulait pas s'en souvenir. La psychogne maintint son regard, sans l'interrompre, l'encourageant seulement d'un léger signe de tête. Et alors, il commença à parler lentement, comme si chaque mot était une pièce ressuscitée d'un puzzle brisé depuis longtemps. Il raconta avoir rencontré sa femme à une époque où sa vie avait encore un sens. Il dit qu'elle était de ces personnes qui arrivent doucement, mais remplissent tout l'espace autour d'elle, comme si sa présence avait le pouvoir de réorganiser le chaos. Au début, tout était léger. Les longues conversations, les rires faciles, la complicité de ceux qui croient que l'amour suffit à tout. Il disait qu'elle était la seule à lui apporter la paix, et que c'était peut-être pour cela qu'il s'était attaché à elle à l'excès, d'une manière qui frôlait la dépendance. Avec le temps, cette intensité commença à se transformer. Les petits désaccords devinrent des disputes, et les disputes, des silences. Elle commença à s'éloigner, et lui, sans s'en rendre compte, devint une autre personne. Il disait avoir eu peur de la perdre, peur de se retrouver seul, peur qu'elle découvre en lui quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même. La psychologue écoutait en silence, et en elle grandissait la sensation que la disparition de la femme n'était pas un événement isolé, mais l'aboutissement d'une longue histoire de douleur, de culpabilité et d'amour malade. Il raconta que, dans les mois précédant sa disparition, les disputes s'étaient multipliées. Des broutilles, parfois absurdes, déclenchaient des heures de tension. Il n'avait jamais été physiquement violent, admit-il, mais il criait, brisait des objets, faisait des promesses qu'il ne tenait pas. Et il s'excusait toujours après, promettant de changer, sans jamais le faire. C'était un cycle qui se répétait, jusqu'au jour où elle annonça qu'elle partait. Il décrivit cette soirée avec précision. Il dit que le ciel était lourd, que la pluie frappait aux vitres comme si le monde extérieur annonçait la fin. Elle faisait sa valise en silence, tandis qu'il tentait de la convaincre de rester. Il se souvenait de chaque mot, de chaque supplique, de chaque tentative pour la faire changer d'avis. Mais elle semblait décidée. C'est à ce moment que la psychologue perçut une subtilité dangereuse dans son récit. Il parlait d'elle avec un mélange d'amour et de colère, comme s'il ne parvenait plus à séparer ses sentiments. Lorsqu'elle mentionna qu'elle devait peut-être partir pour préserver sa santé mentale, il dit que quelque chose en lui se brisa. Une sensation de vide, de panique, de rejet total. Et c'est à cet instant, selon lui, que tout devint noir. Il dit ne pas se souvenir clairement de la suite, que sa mémoire de cette nuit était comme un film coupé, plein de trous. Seulement des flashs, le bruit d'un verre qui se brise, un cri, la pluie dehors, puis le silence. La psychologue n'interrompit pas. Elle savait que lorsque le traumatisme est trop intense, l'esprit crée des lacunes pour protéger le corps de la douleur. Mais quelque chose dans ce récit semblait aller au-delà d'un simple blackout émotionnel. Cela ressemblait à un blocage délibéré, comme s'il avait enterré la vérité pour pouvoir continuer à respirer. Il dit qu'à son réveil le lendemain matin, sa valise était toujours là, mais elle avait disparu. Et sur le sol de la cuisine, il y avait quelque chose qui lui fit croire, un instant, que tout était fini, une tache sombre, encore humide. Il s'agenouilla, toucha le sol et sentit cette odeur métallique qui ne le quitterait plus jamais. Il essaya de l'appeler, la chercha dans toute la maison, sortit dans la rue en hurlant son nom, mais aucun signe. Et, aussi absurde que cela paraisse, il n'appela pas la police ce jour-là. Il dit être resté des heures dans le salon, à attendre son retour, comme si de rien n'était. À ce moment du récit, la psychologue remarqua une larme couler sur sa joue, mais le ton de sa voix restait froid, presque analytique. C'était le genre de contradiction propre à ceux qui portent la culpabilité trop longtemps. Ils pleurent à l'intérieur, mais leur corps s'est habitué à la souffrance. Il raconta que, 2 jours plus tard, des voisins commencèrent à s'inquiéter. C'est alors qu'il inventa qu'elle était partie chez sa mère, ce qui semblait plausible. Mais, alors que les jours passaient et qu'elle ne revenait pas, le mensonge s'effrita. La police fut alertée, et il se retrouva à donner des dépositions, répétant les mêmes phrases, essayant de paraître convaincant alors qu'il ne se souvenait de rien. Il dit avoir vécu les semaines suivantes comme un fantôme, entre la peur et le déni. Jusqu'à ce que tout soit oublié. L'affaire, classée. La vie, poussée vers l'avant. Tandis qu'il parlait, la psychologue sentait son estomac se serrer. Il y avait dans ses mots un mélange de souvenirs et de confessions, de douleur et de déni. Il disait ne pas savoir s'il avait commis quelque chose de terrible, ou s'il avait seulement été témoin d'un événement que son esprit refusait d'accepter. Et c'est à ce moment qu'il commença à parler de ses rêves. Il dit que, dans les semaines avant la disparition, il avait rêvé que la maison était engloutie par la terre, que des mains sortaient du sol pour l'appeler. Il rêvait que sa femme était enfermée quelque part et qu'il ne pouvait pas l'atteindre. Il se réveillait en sueur, le cœur battant, et, le lendemain, trouvait des objets déplacés, des choses qu'il jurait ne pas avoir touchées. La psychologue notait chaque détail,
essayant de comprendre jusqu'à quel point son inconscient s'exprimait par symboles ou si des souvenirs réels se dissimulaient sous forme de rêves. Puis il mentionna quelque chose qui changea complètement le ton de la conversation. Il dit que, quelques nuits avant la disparition, sa femme avait commencé à dire qu'elle se sentait observée dans la maison, qu'elle entendait des pas, des voix, voyait des ombres dans le couloir. Lui pensait que c'était son imagination, qu'elle était fatiguée, mais maintenant, avec le recul, il se demandait si elle n'avait pas essayé de lui dire quelque chose. Quelque chose qu'il avait ignoré. Elle disait que la maison avait un poids, qu'elle semblait garder un secret. J'en riais, je trouvais ça dramatique. Mais maintenant, il s'interrompit, regardant le sol. Maintenant j'ai peur de vivre ce qu'elle a vécu. La psychologue sentit un frisson la parcourir. La façon dont il reliait le passé au présent montrait un schéma. Il revivait le traumatisme, comme si le passé revenait pour exiger quelque chose. Cliniquement, cela pouvait être une manifestation de culpabilité sévère, mais il y avait dans sa description des sensations, le froid du sol, l'odeur, les voix, quelque chose qui semblait plus concret que symbolique. Elle lui demanda s'il avait déjà envisagé de déménager, et il répondit que non, car il avait peur que, s'il partait, elle ne puisse plus le retrouver. « Et si elle était toujours là ?» demanda-t-il, d'une voix presque enfantine. « Et si elle essayait de me dire où elle est ?» Cette phrase résonna dans le cabinet, emplissant l'espace d'une tension presque insupportable. La psychologue savait qu'elle était face à quelque chose de grave, et qu'elle devait agir avec prudence. Elle lui suggéra de commencer à écrire ce dont il se souvenait, sans filtre, sans chercher à organiser. Parfois, lorsque la parole est bloquée, l'écriture libère ce que l'inconscient tente de cacher. Il accepta, promit d'essayer. Et, en partant, il la remercia d'un regard mêlant espoir et peur. Les jours suivants, la psychologue eut du mal à se concentrer sur ses autres patients. Son cas la hantait, comme si le poids de son histoire avait imprégné l'air. La nuit, elle repensait à cette maison qu'il décrivait, le couloir sombre, la cuisine froide, les dessins sur les murs de la chambre abandonnée. Elle commençait à sentir une logique cachée entre les fragments. Et, pour la première fois, elle eut peur de ce qu'elle pourrait découvrir en assemblant les pièces. La semaine suivante, il revint, avec un vieux cahier. Il dit avoir écrit tout ce dont il se souvenait, et qu'en écrivant, quelque chose avait changé. Des rêves oubliés étaient revenus avec force, et des souvenirs effacés avaient refait surface avec clarté. Lorsqu'elle ouvrit le cahier, elle vit que ce n'était pas seulement des mots, il y avait des dessins, des gribouillis, des plans de la maison, des symboles étranges. Et, sur plusieurs pages, la même phrase répétée, elle essaie de sortir. Le cœur battant, la psychologue comprit qu'elle se rapprochait de la vérité. Et, même si elle ne voulait pas l'admettre, une part d'elle commençait à craindre que ce qu'il avait oublié ne soit pas seulement un traumatisme, mais peut-être un crime. Mais ce qu'elle découvrirait lors de la séance suivante changerait tout. Lors de la séance suivante, l'air du cabinet semblait différent. Ce n'était pas seulement la lumière plus pâle de ce matin, il y avait entre eux un poids invisible, né des mots non dits. La psychologue le regarda s'asseoir à sa place habituelle, mais ses gestes avaient changé. Il paraissait plus fatigué, les épaules voûtées, le regard fixé au sol, comme si le simple fait de venir ici exigeait une force qu'il n'avait plus. Et c'est à cet instant qu'elle comprit que l'histoire approchait de son essence, de quelque chose qu'il avait évité depuis le début. Quand elle lui demanda s'il avait pu écrire davantage, il acquiesça, mais dit qu'il ne voulait plus ouvrir le cahier. Il expliqua qu'après chaque mot écrit, il avait l'impression de ramener quelque chose, pas seulement des souvenirs, mais des sensations physiques. L'odeur du sol mouillé, le bruit de la respiration de quelqu'un qui n'était plus là, la douleur de revivre le moment où tout s'était perdu. « C'est comme si la maison était encore vivante en moi », dit-il, et la psychologue nota cette phrase sans comprendre immédiatement son importance. Pendant plusieurs minutes, il resta silencieux. La psychologue savait que parfois, le silence en dit plus qu'une confession. Elle observait le mouvement involontaire de ses mains, la façon dont ses doigts tremblaient lorsqu'il se souvenait de quelque chose qu'il tentait de refouler. Il y avait en lui un conflit intérieur, une lutte entre le désir de se libérer et la peur de ce qui pourrait émerger. Puis, sans avertissement, il se mit à parler. Il dit que ces dernières nuits, il avait rêvé du cabinet, comme s'il y était, mais dans un autre temps. Il rêvait qu'elle était assise en face de lui, mais son visage changeait, parfois, c'était celui de sa femme. Parfois, le sien. Ses rêves, disait-il, le plongeaient dans la panique. Il se réveillait sans savoir qui il était, où il était, avec la sensation d'être observé de l'intérieur. C'est comme s'il y avait quelqu'un en moi qui essayait de sortir, dit-il, et la psychologue sentit un frisson la parcourir. C'était une métaphore puissante, effrayante. Elle savait qu'un tel discours, répété, pouvait indiquer que le patient commençait à accéder à des parties refoulées de son inconscient. Des souvenirs douloureux, des émotions niées, des vérités fragmentées. Elle lui demanda s'il se souvenait de ce qui précédait ses rêves,
et il répondit que oui, mais que c'était difficile à décrire. Cela commençait toujours de la même façon. Lui et sa femme dans la cuisine, elle essayait de dire quelque chose, mais sa voix était coupée, comme si l'air de la maison empêchait le son de se former. Ensuite, il se voyait debout, la regardant sans expression, puis tout s'éteignait. Et quand je me réveille, j'ai un goût de fer dans la bouche, ajouta-t-il, regardant ses mains. La psychologue sentit que c'était le moment d'intervenir avec précaution. Elle lui demanda ce que signifiait pour lui ce goût de fer. Il hésita, regarda dans le vide et répondit « Peut-être la culpabilité. Peut-être ce qui reste quand on essaie d'effacer ce qu'on ne peut oublier. » Et, à cet instant, elle comprit que, même s'il disait ne se souvenir de rien, son corps, lui, se souvenait. L'inconscient se souvenait. Comme si le traumatisme était gravé non seulement dans l'esprit, mais dans chaque muscle, dans chaque respiration. Elle tenta de ramener la conversation vers la construction du sens. Elle dit que parfois, lorsque la douleur est trop grande, l'esprit crée des symboles pour supporter ce que le cœur ne peut nommer. Que peut-être le goût, l'odeur, le froid, étaient des manières pour lui de permettre à ce qui ne pouvait encore être nommé de se manifester. Il l'écouta attentivement, et pour la première fois, sembla être d'accord. Mais il retomba vite dans le silence, et ce qui vint ensuite fut plus révélateur que n'importe quel mot. Il se mit à pleurer. Pas de sanglots explosifs, mais des larmes contenues, presque silencieuses, comme s'il n'avait plus la force de les retenir. La psychologue ne dit rien. Elle attendit. Après quelques minutes, il releva la tête, et la voix étranglée, dit que parfois, il avait envie d'aller dans la cuisine et de creuser le sol. « Je sais qu'il n'y a rien là, » chuchota-t-il, « mais j'ai besoin d'en être sûr. » La psychologue inspira profondément. Elle savait qu'elle ne pouvait ignorer cela, mais elle ne pouvait pas non plus réagir de manière alarmiste. Elle lui demanda d'expliquer cette sensation. Il répondit que ce n'était ni de la peur, ni de la curiosité. C'était un besoin, quelque chose d'instinctif, comme si une partie de lui ne trouverait la paix qu'en sachant ce qu'il y avait là. Elle lui demanda ce qu'il espérait trouver, et il répondit une chose qu'elle n'oublierait jamais, peut-être ce qui reste de moi. À cet instant, le cabinet devint silencieux. Et ce silence fut plus profond que n'importe quel mot. Elle l'observa, essayant de comprendre si ce « reste » dont il parlait était symbolique, une part de son âme perdue avec sa femme, ou s'il y avait, en réalité, un secret enterré sous ses souvenirs. C'était difficile à dire. Il ne semblait pas délirant, ni confus. Il parlait avec une clarté effrayante, comme quelqu'un qui comprend sa propre douleur, mais ne sait qu'en faire. La psychologue l'invita à respirer, à revenir au présent, et lui demanda ce qu'il ressentait à cet instant précis. Il répondit qu'il éprouvait un mélange de soulagement et de peur. « C'est étrange, dit-il, parce qu'ici, je sens que je peux tout dire. Mais en même temps, j'ai peur que si je dis tout, quelque chose va changer. Peut-être en pire. » Elle lui demanda ce qu'il voulait dire, et il hésita. Puis il répondit « J'ai peur de découvrir que la vérité ne me libérera pas, qu'elle me détruira. » Ces mots résonnèrent en elle. C'était le portrait exact du conflit humain, le désir de savoir et la peur de ne pas supporter ce qu'on découvre. La séance se termina sur une note plus légère. Elle lui demanda d'essayer d'écrire à nouveau, non pas pour se souvenir de faits, mais pour décrire des émotions. Elle dit que parfois, c'est dans les sensations que les souvenirs cachés se révèlent. Il accepta, mais, avant de partir, il la regarda et dit une chose qui la glaça. « Quand je serai parti, le silence continuera ici. Vous le verrez. » Elle ne sut que répondre. Elle le regarda simplement fermer la porte. Et, pour la première fois depuis de nombreuses années, elle eut peur de rester seule dans son propre cabinet. Lorsqu'il revint pour la séance suivante, il semblait plus léger, mais une tension invisible persistait dans ses épaules et son regard. La psychologue comprit que ce poids émotionnel n'avait pas disparu. Il le portait simplement différemment, comme on accepte de vivre avec la douleur. Il s'assit, inspira profondément et, sans préambule, annonça qu'il voulait essayer de dire quelque chose qu'il repoussait depuis des semaines. Une chose qu'il craignait même d'écrire, mais qu'il devait mettre au jour pour peut-être trouver un soulagement. Il parla des premiers moments après la disparition. Il se souvint de la façon dont chaque bruit dans la maison semblait chargé de souvenirs qu'il tentait d'ignorer. Le grincement de la porte, l'eau coulant dans l'évier, le vent frappant la fenêtre, tout devenait mémoire vive. Il dit avoir passé des mois à revivre chaque détail, cherchant des réponses qui n'existaient pas. Il se sentait coupable de ne pas avoir perçu les signes, ces petites choses qui, rétrospectivement, semblaient des indices oubliés. La psychologue, silencieuse, observait chaque geste, chaque hésitation. Elle savait que pour lui, parler signifiait affronter sa culpabilité. Il dit que même au travail, il sentait sa présence partout, comme si les objets, les murs, les meubles, portaient le souvenir de sa femme. Que chaque chaise, chaque tableau,
Chaque couvert lui rappelait ce qu'il avait perdu à jamais. Et que, parfois, il sentait le poids d'une responsabilité impossible. Si j'avais agi différemment, elle serait encore là, avoua-t-il, la voix étranglée, incapable de la regarder. La psychologue lui demanda de nommer ses émotions. Il répondit qu'il ressentait de la peur, de la honte, une profonde tristesse, mais surtout de la solitude. Que la solitude était une présence constante, qui le regardait, lui rappelant son échec. Et que la culpabilité était encore plus cruelle, car elle se cachait sous des couches de silence, de souvenirs fragmentés et de rêves confus. Il dit que parfois, il se réveillait en se sentant puni pour quelque chose dont il ne se souvenait pas, et que cette douleur était d'autant plus grande que personne ne pouvait l'aider à se souvenir ou à se pardonner. Au fil de la séance, il commença à relier des points jusqu'alors isolés, de petits signes que sa femme avait donnés avant de disparaître, ses propres attitudes qui avaient pu la blesser, des moments où il aurait pu agir autrement. Et ce faisant, il ressentit un mélange de soulagement et de désespoir. La psychologue comprit qu'il atteignait le point critique de l'acceptation, entre le remords et la compréhension que certains événements dépassent le contrôle humain. Il parla à nouveau de ses rêves, cette fois plus vifs et détaillés. Des rêves où il marchait dans la maison avec elle, essayant de réparer l'irréparable. Où il sentait l'odeur du café qu'elle préparait, entendait son rire dans le couloir, mais où, en arrivant, il n'y avait personne. Où il se réveillait le cœur battant, avec la sensation d'avoir échoué, et où la culpabilité transformait le silence de la maison en quelque chose de presque tangible, comme si les murs eux-mêmes l'accusaient. La psychologue comprit que chaque séance transformait la maison, dans son esprit, en un espace émotionnel où passé et présent se mêlaient. Il revivait, mais tentait aussi de comprendre. Il dit que même sans réponse, il devait continuer, ressentir chaque fragment de douleur et de souvenir pour trouver un sens. Que le simple fait de s'asseoir là, de raconter son histoire, était la seule manière de rester vivant face à ce qui était arrivé. Elle lui demanda ce qu'il ressentait à la fin de la séance. Il dit que, étrangement, il se sentait plus léger, comme si une part de lui pouvait enfin se reposer. Mais qu'une autre part, toujours aux aguets, restait éveillée, observant, se souvenant. Que la culpabilité ne disparaîtrait pas complètement, mais qu'il pourrait peut-être apprendre à vivre avec elle, au lieu d'en être consumé. Avant de partir, il la regarda et dit, sur un ton presque confidentiel, « Il est peut-être trop tard pour réparer quoi que ce soit. Mais au moins, je peux essayer de ne pas détruire ce qui reste. » Elle se contenta d'acquiescer, comprenant que ces mots n'appelaient aucune réponse. Que la confession elle-même, le simple fait de mettre au jour ses souvenirs et ses sentiments, était déjà un pas immense dans son cheminement. Tandis que la porte se refermait sur lui, la psychologue respira profondément, consciente que cette histoire était loin d'être terminée. Il restait des fragments, des souvenirs qui émergeraient peu à peu, des douleurs à revisiter. Mais, pour la première fois, elle sentit qu'il avançait, même de manière tortueuse, incertaine et douloureuse. Et dans ce cabinet silencieux, entre les papiers, les notes et une respiration apaisée, il devint clair que le vrai drame n'était pas seulement dans le passé, mais dans la façon dont le présent exigeait le courage d'affronter ce que l'esprit tentait de cacher. La psychologue savait que, lors des prochaines séances, il plongerait encore plus profond, confronterait la culpabilité de front, et trouverait peut-être une forme de reconstruction possible seulement dans l'intensité de la souffrance humaine. Lorsqu'il entra pour cette séance, il semblait différent, mais pas en bien. Il y avait dans sa démarche une hésitation qui trahissait une fatigue émotionnelle profonde, comme si chaque pas était mesuré, portant un fardeau qu'il ne savait plus supporter seul. La psychologue le perçut immédiatement. Il avait passé des nuits blanches à revivre le passé, à écrire, à chercher un sens à ce qu'il ressentait, et cela se reflétait dans son corps. Aucune détente, seulement une tension persistante, presque palpable. Elle le regarda s'asseoir, ajuster ses mains sur ses genoux et fixer le sol quelques secondes avant de parler. Il se préparait à franchir une nouvelle frontière de souvenirs encore inexplorés. Il décrivit le silence de la maison après la disparition. Cette absence, disait-il, avait transformé chaque pièce en un espace chargé de douleur. La cuisine, où il riait autrefois de rien, n'était plus qu'un lieu froid, rappelant le manque et la culpabilité. La chambre qu'elle occupait semblait respirer la tristesse, et le simple fait de passer devant provoquait en lui tension, sueur froide et un sentiment de vide constant. Il n'avait jamais pu dormir correctement dans cette chambre depuis son départ. Chaque nuit était peuplée de fragments de rêves et de souvenirs qui se mêlaient de manière indissociable. Il parla des petits gestes autrefois banals, le bruit de la bouilloire sur le feu, sa façon de fermer l'armoire, la musique qu'elle écoutait en rentrant. Ces détails surgissaient comme des coupures profondes dans sa mémoire, non plus comme des souvenirs, mais comme des échos d'un temps perdu qu'il tentait désespérément de comprendre. La psychologue remarqua que l'intensité de sa parole ne faiblissait pas, chaque fragment semblant rouvrir de nouvelles blessures, comme si son esprit était un champ de mines émotionnelles. La voix tremblante, il avoua que parfois, il ressentait de la colère. Pas seulement contre lui-même, mais contre la vie, contre le destin qui avait permis sa disparition.
Il en voulait au hasard, à toute explication rationnelle de ce qui était arrivé. Mais cette colère s'accompagnait toujours d'une douleur qu'il ne pouvait contenir. Il parlait par cycles, culpabilité, colère, regret, tristesse, des émotions qui venaient et repartaient, parfois en séquence, parfois simultanément, faisant de chaque séance un exercice de résistance. La psychologue l'invita à explorer ces émotions plus en profondeur, à décrire leurs manifestations physiques. Il répondit avec précision. La culpabilité était un poids sur la poitrine, une oppression. La colère, une chaleur soudaine dans les bras et les mains. La peur, des nausées et un froid dans le dos. Elle l'écoutait, comprenant que son corps se souvenait avant son esprit, et qu'en reliant ses sensations aux souvenirs, il pourrait commencer à intégrer ce qui était encore fragmenté. Il évoqua alors des rêves récents, plus réels que jamais. Des rêves où il errait seul dans la maison, cherchant des réponses, mais se perdant dans des couloirs inexistants, des pièces changeantes, des objets disparaissants. Et dans chaque rêve, il sentait sa présence, non comme un fantôme, mais comme une mémoire vive, rappelant tout ce qu'il avait oublié ou tenté d'oublier. La psychologue comprit que ces rêves, bien que perturbants, étaient une forme de traitement émotionnel. Son esprit tentait de créer une narration pour la douleur, même fragmentée, même incompréhensible. Il décrivit un rêve particulièrement intense. Elle était dans la cuisine, tenant quelque chose d'indéfinissable, le regardant avec un mélange de tristesse et de reproche. À son réveil, il sentit un poids écrasant sur sa poitrine, comme si la culpabilité s'était matérialisée. Ce poids persistait toute la journée, s'infiltrant dans ses pensées, ses actes, ses décisions les plus banales. Même en se concentrant sur son travail, la sensation d'échec et de perte ne le quittait pas. La psychologue écoutait, sachant que chaque mot était un fragment de reconstruction, chaque récit une tentative d'affronter ce que son esprit gardait encore. D'une voix plus basse, presque un murmure, il dit qu'il y avait des souvenirs qu'il ne pourrait jamais nommer, des flashs sans forme claire. Comme s'il regardait à travers un verre dépoli, il percevait des mouvements, des sons, des odeurs, mais sans identifier de visage ou d'objet. Parfois, ces souvenirs s'accompagnaient d'émotions si intenses qu'il se réveillait en pleurs ou nauséeux. Il avait parfois l'impression que la maison entière gardait des secrets qui n'étaient pas seulement dans son esprit, mais d'une certaine manière, dans les murs eux-mêmes, comme si l'espace physique était imprégné de souvenirs ineffaçables. La psychologue lui demanda ce qu'il ressentait en revisitant ses mémoires. Il répondit qu'il éprouvait un mélange de soulagement et de peur. Qu'en se souvenant et en nommant la douleur, il ressentait aussi une terreur silencieuse. Et s'il ne pouvait supporter l'intensité émotionnelle? La culpabilité et le regret étaient des poids qui ne diminuaient pas avec le temps. Ils changeaient simplement de forme, comme si la mémoire les réorganisait pour qu'ils demeurent présents, invisibles et persistants. Pendant presque toute la séance, il demeura dans cet état d'exploration émotionnelle profonde. La psychologue le guidait par des questions délicates, l'encourageant à décrire sensations, pensées et sentiments sans jugement. Elle percevait que c'était un moment de transition. Il ne se souvenait plus seulement, il commençait à affronter ce qui était jusqu'alors caché. Pour la première fois, il semblait comprendre que le traumatisme ne pouvait être effacé, mais qu'il pouvait être intégré, accepté, et que la seule manière d'y parvenir était de traverser la douleur en conscience. À la fin de la séance, il dit se sentir épuisé, mais aussi, d'une certaine manière, plus léger. Raconter son histoire, ressentir chaque fragment de mémoire, nommer chaque émotion, avait été un pas qu'il redoutait, mais qu'il devait franchir. La douleur était toujours là, mais il pouvait maintenant la regarder en face, au lieu d'en être submergé. La psychologue nota tout, consciente que ce progrès, bien qu'incomplet, était significatif. Lorsqu'il partit, un silence différent régna dans le cabinet, moins lourd, mais encore chargé de mémoire et d'émotion. Elle savait que, lors des prochaines séances, ils iraient encore plus loin, affronteraient des souvenirs qu'ils n'osaient encore toucher, et que le drame humain qui se jouait là n'aurait pas de fin facile. Mais elle savait aussi que chaque pas, chaque confidence, chaque larme, le rapprochait d'une manière de vivre avec sa culpabilité et son traumatisme qui, bien que douloureuse, lui permettrait de survivre à sa propre histoire. Lors de cette dernière séance, l'air du cabinet semblait différent. Il n'y avait pas de hâte, mais une densité silencieuse, comme si l'espace lui-même portait le poids de toutes les séances précédentes. Il entra lentement, les pas presque mesurés, et s'assit. Aucun mot d'introduction n'était nécessaire. Ils savaient tous deux le poids accumulé. La psychologue comprit qu'aujourd'hui, il ne revisitait pas seulement des souvenirs. Il tentait de clore quelque chose qui, pendant des mois, l'avait enchaîné à des émotions qu'il ne pouvait traiter seul. Son regard portait la conscience qu'il devait affronter le point final de sa propre narration. Il commença par évoquer le vide qui persistait dans la maison, malgré les mois écoulés. Certaines nuits étaient moins étouffantes, les ombres et les bruits imaginaires semblaient s'estomper, mais le souvenir de son absence demeurait dans chaque objet, chaque recoin, comme si le temps ne suffisait pas à effacer ce qui était perdu. La mémoire de la cuisine, de la chambre, du jardin, des lieux autrefois vivants de sa présence, était devenue presque palpable dans le silence,
et, sans même s'en rendre compte, il portait en lui la douleur de tous ses jours sans elle. La psychologue écoutait attentivement, percevant qu'il avait atteint une forme de narration différente. Ce n'était plus seulement le récit fragmenté d'un traumatisme, il y avait de la conscience, de l'introspection, une tentative d'intégrer la douleur en quelque chose qui pouvait être vécu et non seulement subi. Il dit qu'en écrivant et en parlant de chaque fragment, il sentait ses émotions s'organiser d'une manière qui avait du sens, même douloureuse. Que la culpabilité, bien que toujours présente, n'avait plus le pouvoir de l'emprisonner complètement. Il commença alors à parler du processus de reconstruction intérieure. Il avait appris, peu à peu, qu'affronter des souvenirs douloureux ne signifiait pas les détruire, mais les comprendre. Que chaque larme versée lors des séances, chaque silence partagé, chaque détail raconté, était une façon de nommer ce qui était caché en lui, et que cette nomination permettait la conscience, et la conscience, une certaine paix, même temporaire. Il comprenait enfin qu'il ne pouvait changer le passé, mais qu'il pouvait apprendre à vivre avec. La psychologue lui demanda ce qu'il ressentait en acceptant cette vérité. Il répondit qu'il éprouvait un mélange de tristesse et de soulagement, de peur et d'espoir. La douleur était toujours là, mais elle n'était plus paralysante. Le souvenir de sa femme continuerait de faire partie de lui, mais sans plus le définir entièrement. Il pouvait ressentir le manque, la tristesse, même la culpabilité, mais il n'avait plus à porter cela seul, et partager son récit, mettre des mots, était la première étape pour transformer le traumatisme en quelque chose de supportable. Il parla du sentiment d'appartenir à sa propre histoire, d'avoir désormais des outils pour affronter l'inchangeable. Le cahier, les séances, les mots et les larmes avaient servi d'encre dans le chaos émotionnel, l'empêchant de se perdre complètement. Pour la première fois, il pouvait regarder son reflet sans n'y voir que honte ou colère. Il avait découvert, douloureusement et lentement, que le traumatisme n'était pas à effacer, mais à comprendre. Au cours de la séance, il fit des connexions auparavant impossibles. Il se souvint de petits moments avant la disparition, de ses propres actions auparavant insignifiantes, mais qui prenaient maintenant un sens émotionnel profond. Chaque geste, chaque mot, chaque silence faisait partie d'une histoire plus large, et comprendre cette histoire lui permettait non seulement de se souvenir, mais de reconstruire sa perception de lui-même. La culpabilité, bien que persistante, n'était plus absolue. Il y avait de la place pour le pardon, l'apprentissage, et pour vivre malgré son absence. Il décrivit qu'en terminant de parler, il sentit une étrange légèreté. Bien que la souffrance demeure, il y avait un sentiment de contrôle sur elle, le pouvoir de marcher avec la douleur au lieu d'en être emporté. Il pouvait ressentir la nostalgie sans désespoir, se souvenir sans être paralysé par le bruit émotionnel, et, pour la première fois, il sentait qu'il pouvait aller de l'avant. La psychologue, en l'écoutant, comprit que le processus de reconstruction émotionnelle se consolidait, et que la narration avait non seulement libéré le patient, mais apporté une leçon profonde sur la complexité de l'esprit humain. Il la regarda et dit, d'une voix ferme, qu'il ne savait pas s'il trouverait un jour des réponses complètes, mais qu'il avait appris à coexister avec les questions sans en être écrasé. Que l'absence de sa femme ferait toujours partie de son histoire, mais que la culpabilité et la douleur, une fois nommées et partagées, cessaient d'être une prison pour devenir partie d'un processus de croissance. Il pouvait maintenant regarder l'avenir avec prudence, mais aussi avec espoir, comprenant que ressentir était nécessaire, mais que la souffrance pouvait être intégrée et non seulement subie. La psychologue, quant à elle, sentit un poids se soulever de sa propre poitrine. Tout au long de ce processus, l'histoire de cet homme avait influencé sa perception de l'humanité. Écouter quelqu'un revisiter son traumatisme, affronter sa culpabilité et chercher l'intégration émotionnelle était un exercice d'empathie profonde, et la pratique thérapeutique elle-même devenait un espace sacré de reconstruction. Même si la conclusion ne pouvait effacer ce qui était arrivé, le simple fait qu'il soit là, essayant de comprendre et de ressentir, était la véritable victoire. Avant de clore la séance, il fit une dernière réflexion. Il avait appris à accepter l'inacceptable, à coexister avec la douleur et à permettre aux souvenirs douloureux de n'être qu'une partie de la vie, et non la vie entière. La culpabilité, la peur, la tristesse, le regret, tout cela existait encore, mais il pouvait désormais les ressentir sans être paralysé. En partageant tout cela avec quelqu'un qui écoutait sans jugement, il avait découvert comment traverser sa propre histoire et en ressortir avec un fragment de paix. Lorsqu'il se leva et partit, la psychologue resta assise, silencieuse, avec la sensation d'avoir été témoin de quelque chose de rare. Un parcours complet de confrontation émotionnelle, de mémoire et d'acceptation, qui transformait la douleur en compréhension, la souffrance en apprentissage et l'absence en possibilité de vie. Même si l'histoire de sa femme demeurait un mystère, et même si la culpité ne disparaîtrait jamais totalement, le patient avait trouvé un chemin pour coexister avec tout cela, sans se perdre entièrement. Et dans ce cabinet, entre les papiers, les cahiers et le silence qui suivait chaque séance, il devint clair que le vrai pouvoir de la narration n'était pas seulement de raconter l'histoire, mais de permettre à l'esprit humain d'affronter ce qu'il craint le plus, de ressentir ce qui fait le plus mal et de trouver, malgré tout, le courage de vivre. Son histoire n'avait pas de point final absolu,
Mais elle clôturait une étape cruciale, l'intégration du traumatisme et la possibilité de continuer, même en portant les cicatrices invisibles que la mémoire imprime à l'âme.